Des décennies d'immobilisme se brisent en 3 ans, net. L'accélération surprend parce qu'elle surgit d'un pays parmi les plus pauvres, alors que des États mieux dotés s'enlisent malgré ressources, conseils extérieurs et calendriers annoncés. Que signifie pour vous ce basculement porté par Ibrahim Traoré quand la dignité devient un critère quotidien de décision? La suite observe pas à pas comment un point de départ concret relie produire, réparer et décider jusqu'à modifier la manière dont les habitants évaluent l'État, leurs efforts et l'avenir immédiat dans les villages, les écoles et les ateliers dès les premiers mois. La promesse centrale de cette trajectoire est volontairement simple: transformer la dépendance en capacité mesurable, sans attendre un horizon lointain ni un changement global de contexte. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre en quelques minutes comment des décisions concrètes peuvent modifier la vie quotidienne plus vite que des réformes abstraites annoncées sur plusieurs décennies. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché n'est pas de multiplier les symboles politiques, mais de produire des bénéfices visibles là où l'attente était devenue chronique. Chaque chantier engagé, nourrir, éclairer, soigner, loger, financer, promet un résultat identifiable, vérifiable et surtout perceptible par ceux qui vivent les contraintes au jour le jour. Mais cette clarté crée aussi un risque élevé. Si un seul maillon échoue, la crédibilité de l'ensemble s'effondre. Une route inachevée annule une usine, une panne d'énergie fragilise une école, un défaut de financement bloque des coopératives entières. Le pari repose donc sur une discipline rare: relier les projets entre eux, avancer sans dispersion et accepter que chaque succès engage la responsabilité du suivant. C'est précisément cet équilibre fragile qui rend la trajectoire décisive à observer maintenant. En 3 ans seulement, 10 projets nationaux ont émergé non comme une addition d'initiatives, mais comme une architecture cohérente. Cette cadence, rare dans la région, éclaire la question laissée en suspens depuis l'ouverture et révèle la source réelle de l'accélération observée. Le premier enseignement est que le basculement ne procède ni d'un hasard politique ni d'une conjoncture favorable. Il découle d'une mécanique volontaire qui relie des besoins vitaux longtemps traités séparément. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition choisit de regrouper nourrir, éclairer, soigner, loger et financer dans un même cadre opérationnel, là où ces secteurs restaient auparavant fragmentés. Cette unification modifie la logique d'action. Un projet n'est plus jugé isolément, mais par sa capacité à renforcer les autres. Avant la transition, chaque domaine reposait sur une dépendance structurelle. L'agriculture restait vulnérable aux importations, l'énergie irrégulière freinait les usages, les infrastructures médicales dépendaient de solutions provisoires, le logement demeurait précaire et la finance orientée vers l'extérieur. Une rupture d'approvisionnement, un retrait de bailleurs ou une hausse des coûts suffisaient à désorganiser des régions entières. La vulnérabilité n'était pas abstraite, elle se lisait dans les gestes quotidiens et dans l'impossibilité de planifier au-delà de l'urgence. L'essentiel se joue donc dans ce choix stratégique: relier les chantiers plutôt que les empiler. La transformation ne commence pas par un discours, mais par une chaîne. Produire appelle la transformation exige la route réclame l'énergie stabilise l'école et l'hôpital, et la finance maintient l'ensemble en fonctionnement. Chaque maillon répond à une faiblesse identifiée et chaque correction renforce la suivante. Ce cadre explique pourquoi les premiers résultats apparaissent rapidement dans la vie ordinaire. Il ne s'agit pas encore d'un modèle achevé, mais d'une dynamique lisible, mesurable,
qui permet de comprendre comment un point de départ concret peut reprogrammer une trajectoire nationale entière, étape après étape. Pour saisir comment la dynamique s'ancre, il faut quitter les bilans et suivre ceux qui vivent les premiers effets concrets. Ces trajectoires n'illustrent pas une réussite abstraite. Elles montrent comment une infrastructure fonctionnelle modifie l'usage, puis la confiance. À Kouougou, Mariam travaille à l'Ouda à la Red Gold Factory. Avant, une partie de ses récoltes finissait au sol, faute d'acheteurs fiables et de circuits stables. Aujourd'hui, chaque lot transformé localement représente une sécurité nouvelle, un revenu plus prévisible, un travail reconnu et la certitude que l'effort individuel se matérialise dans un produit national. Pour elle, le changement n'est pas idéologique, il est pratique, visible, répété. Dans un village électrifié par le programme Yellen, un instituteur décrit un basculement similaire. Les cours du soir, abandonnés pendant des années, qui ont repris dès l'arrivée d'une lumière stable. Les enfants restent de plus longtemps, les parents s'impliquent davantage, et l'école cesse d'être un lieu contraint par le coucher du soleil. L'impact est moins technique que psychologique. L'apprentissage redevient possible sans improvisation permanente. Ces deux cas révèlent un même mécanisme. Lorsqu'une infrastructure fonctionne, elle transforme d'abord les usages, puis les attentes. La confiance collective augmente parce que les promesses sont tenues à petite échelle, jour après jour. C'est dans cet espace que l'approche portée par Ibrahim Traoré prend corps. La transformation ne se mesure pas seulement à l'échelle nationale. Elle commence dans des gestes ordinaires qui, mis bout à bout, indiquent que le système cesse d'être fragile. En fin de compte, quand l'usage change, la trajectoire peut suivre. Le déclencheur apparaît comme un choc que peu avaient anticipé. Un pays agricole voit ses récoltes se perdre, tandis que les mêmes produits reviennent de l'étranger sous forme transformée, plus chère, inaccessible à une partie de la population. Ce constat, d'abord économique, devient politique lorsqu'il révèle une dépendance construite sur des décennies, normalisée au point d'être perçue comme inévitable. À cet instant, l'indignation diffuse trouve un point de convergence. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette colère silencieuse est convertie en décision opérationnelle. Produire et transformer localement ce qui échappait jusque-là au pays. Le pivot se cristallise autour de la Red Gold Factory. L'usine n'est ni un symbole ni une promesse abstraite. Elle répond à un problème précis et mesurable: empêcher la destruction de milliers de tonnes de tomates chaque saison. 8 millions de dollars sont mobilisés pour bâtir une capacité industrielle locale. En quelques mois, les coopératives s'organisent, les contrats agricoles deviennent lisibles et la production cesse d'être erratique. 150 emplois directs apparaissent tandis que des milliers d'autres se consolident autour des flux d'approvisionnement. La récolte change de statut. De matière première abandonnée, elle devient un maillon intégré d'une chaîne nationale. Mais ce pivot appelle immédiatement une extension. Produire ne suffit pas si la route manque. La liaison entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire devient alors stratégique. 120 millions de dollars sont investis pour ouvrir un corridor maîtrisé. Chaque kilomètre pavé réduit les coûts logistiques, accélère les échanges et stabilise la valeur créée par l'usine. Le transport, auparavant dépendant de circuits extérieurs, devient un levier interne. Les marchés s'élargissent, les délais se raccourcissent et la production transformée trouve plus facilement preneur. Vient ensuite la répercussion énergétique. Sans lumière stable, ni l'usine, ni les écoles, ni les hôpitaux ne peuvent prolonger leurs activités. Le programme Yellen connecte 150 villages et offre un accès direct à l'électricité à environ 300 000 personnes. La nuit cesse d'être un frein. Les dispensaires abandonnent les solutions improvisées,
Les classes s'étendent en soirée et les ateliers augmentent leur cadence. Enfin, un effet structurant vient consolider l'ensemble. Le barrage Ziga de sécurise 40 millions de mètres cubes d'eau, garantissant une marge hydrique même en saison sèche. La Burkenbank ouvre 67 agences, rapatrie l'épargne nationale et distribue 15 000 microcrédits. L'eau stabilise l'agriculture, la finance maintient les flux internes et la chaîne se referme. À ce stade, la séquence n'est plus une réaction ponctuelle. Elle devient un système où chaque décision renforce la suivante, illustrant comment une indignation initiale peut se transformer en architecture durable lorsque les maillons s'alignent. Avant 2022, moins de 15% des localités disposaient d'un accès permanent à l'électricité. En 3 ans, ce taux dépasse désormais 48%. Ce passage d'un niveau de départ à une progression nette constitue le premier indicateur structurant, car il modifie immédiatement la sécurité énergétique des zones rurales et stabilise des usages essentiels. Le programme Yellen illustre cette progression. L'extension rapide du solaire n'a pas seulement apporté de la lumière, elle a transformé la temporalité quotidienne. Les écoles prolongent leurs horaires, les ateliers fonctionnent en soirée et les hôpitaux réduisent leur dépendance aux générateurs improvisés. Cette continuité énergétique devient une base productive permettant aux autres secteurs de se consolider sans recours systématique à des solutions d'urgence coûteuses. La lumière n'est plus un événement ponctuel, elle devient une condition de planification. Le second indicateur concerne l'eau, ressource critique dans le contexte sahélien. Le barrage Ziga stocke plus de 40 millions de mètres cubes d'eau utilisable. Ce volume offre une marge hydrique prévisible, y compris pendant les périodes de sécheresse. Il permet d'irriguer des centaines d'hectares, de sécuriser les cultures vivrières et de stabiliser l'accès à l'hygiène de base. Environ 600 000 personnes bénéficient d'une distribution plus régulière, réduisant la pression sur les réseaux locaux et les déplacements contraints. L'eau cesse d'être une variable incertaine, elle devient un facteur de continuité sanitaire et agricole. Le troisième indicateur, moins visible mais décisif, touche à la finance. Avant la transition, près de 80% des dépôts nationaux restaient dans des banques étrangères, échappant au circuit interne. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion de la Burkenbank. 67 agences maillent le territoire et 15 000 microcrédits irriguent les coopératives, les artisans et les petites entreprises. Cette réorientation monétaire limite la fuite des capitaux et stabilise des milliers d'activités locales. La finance cesse d'être une abstraction lointaine. Elle devient un outil d'usage quotidien. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. L'électricité augmente les heures d'apprentissage et de production. L'eau sécurise les rendements et renforce la santé publique. La finance territorialisée alimente un tissu économique interne plus résilient face aux chocs extérieurs. Chaque progression nourrit la suivante, créant un cycle où les vulnérabilités structurelles perdent de leur pouvoir déstabilisant. C'est à ce niveau que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Les chiffres ne servent pas de décor, ils deviennent d'une des instruments de pilotage. Produire localement, connecter les maillons, mesurer les résultats et corriger lorsque nécessaire, la logique repose sur des données observables plutôt que sur des intentions déclarées. Le obtenu en 3 ans ne constitue pas un pic conjoncturel. Il marque l'émergence d'un socle mesurable à partir duquel les débats, les critiques et les projections peuvent désormais s'appuyer sur des faits et non plus uniquement sur des promesses.
Deux objections principales reviennent lorsqu'on analyse la trajectoire engagée par le Burkina Faso. La première affirme que l'autonomie affichée reste illusoire pour un pays enclavé, faiblement industrialisé et dépourvu de ressources stratégiques majeures. Selon cette lecture, réduire la dépendance aux circuits extérieurs affaiblirait la croissance, car l'aide internationale et les importations auraient longtemps constitué l'ossature de la stabilité économique. Dans ce cadre, toute rupture rapide serait perçue comme un risque de contraction plutôt que comme une opportunité de rééquilibrage. La seconde objection concerne le rythme même de la transformation. Elle soutient qu'une accélération trop forte pourrait créer des déséquilibres internes. Les infrastructures déployées à grande vitesse risqueraient de surcharger les capacités administratives, d'épuiser les ressources humaines locales ou de creuser un fossé entre zones équipées et territoires restés en marge. Cette thèse met en garde contre un effet de vitrine, des projets visibles mais fragiles à moyen terme. Confrontées aux données disponibles, ces objections perdent cependant de leur force explicative. La réduction marquée de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas provoqué d'effondrement économique. Au contraire, la stabilisation de la production agricole et sa transformation locale ont permis une augmentation significative des recettes, absorbant en partie le retrait des flux externes. Le pays n'a pas remplacé une dépendance par un vide. Il a substitué des circuits internes à des circuits importés, révélant une capacité d'absorption plus robuste que prévu. L'argument du déséquilibre interne se heurte également aux observations de terrain. L'extension simultanée de l'énergie, de l'eau et de la finance limite les ruptures sectorielles. Les écoles fonctionnent à double horaire, les hôpitaux sortent de l'improvisation et les coopératives accèdent à des financements prévisibles. Ces évolutions suggèrent une stabilisation progressive plutôt qu'une tension cumulative. C'est ici que la méthode associée à Ibrahim Traoré apparaît décisive. La transformation ne repose pas sur une vitesse aveugle, mais sur une cohérence opérationnelle. Produire, relier, mesurer, corriger. Cette discipline réduit les risques soulevés par les critiques et explique pourquoi la trajectoire reste lisible malgré les incertitudes extérieures. À ce stade, la dynamique change de nature. Ce qui ressemblait à une suite de décisions volontaristes devient progressivement un fonctionnement interne capable de se prolonger sans impulsion constante. Les infrastructures ne sont plus seulement inaugurées, elles sont utilisées, entretenues et ajustées par ceux qui en dépendent quotidiennement. Le système acquiert une inertie propre, signe qu'un seuil a été franchi. Dans les villages électrifiés, les écoles du soir n'ouvrent plus sur instruction, mais par habitude. Les enseignants organisent leurs horaires autour d'une lumière devenue fiable et les familles intègrent ces heures supplémentaires comme une norme. De la même manière, les coopératives agricoles mobilisent les microcrédits de la Burkenbank sans attendre de médiation extérieure. L'accès au financement devient un réflexe économique plutôt qu'une démarche exceptionnelle. À ce point précis, le rôle d'Ibrahim Traoré évolue. Au début, il l'initiait et impulsait. Désormais, il oriente davantage qu'il ne déclenche. La cohérence du dispositif permet aux acteurs locaux de prendre le relais, d'assurer la maintenance, de corriger les dysfonctionnements et d'étendre les usages. La souveraineté cesse alors d'être une intention politique pour devenir un réflexe institutionnel et social. À mi-parcours, on observe un basculement discret mais décisif. La valeur produite reste dans le pays, circule entre ses acteurs et nourrit un tissu productif capable de résister aux à-coups. Dès lors, la question n'est plus de savoir si le système fonctionne, mais jusqu'où ses effets peuvent s'étendre sans se diluer.
Les effets visibles du modèle ne se limitent plus aux bilans nationaux. Ils se lisent désormais à travers 4 niveaux distincts, permettant de mesurer jusqu'où la dynamique observée à mi-parcours peut s'étendre sans se diluer. Cette lecture répond à la question posée plus tôt. Que produit concrètement une souveraineté construite par cohérence, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Du côté des ménages, dans les foyers des villages électrifiés, la première transformation concerne le temps. Les familles disposent de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous une lumière stable, les activités artisanales se prolongent et la dépendance au kérosène recule, réduisant dépenses et risques sanitaires. Ce surplus horaire modifie la perception du lendemain. L'incertitude laisse place à une routine plus prévisible, rendant la planification domestique possible. À l'échelle de l'État et des services publics, la cohérence infrastructurelle stabilise les opérations. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire réduit les coûts logistiques et fluidifie les échanges. Les hôpitaux sortent de l'improvisation énergétique, tandis que les écoles fonctionnent à double horaire grâce au programme Yellen. La Burkenbank maintient les capitaux sur le territoire, offrant aux autorités une marge d'action nouvelle pour planifier à moyen terme sans dépendre entièrement de bailleurs externes. Pour les producteurs et l'économie locale, agriculteurs, coopératives et petites entreprises bénéficient directement de la chaîne productive mise en place. La Red Gold Factory achète localement, stabilisant les débouchés et empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les microcrédits permettent d'acquérir du matériel, de structurer les flux et de sécuriser les revenus. Le barrage Ziga réduit les pertes en saison sèche et améliore les rendements, consolidant des filières autrefois fragiles. Enfin, à l'échelle régionale, les pays voisins observent cette mutation avec attention. Des délégations venues du Mali, du Niger ou de la Guinée s'intéressent à la logique produire, transformer, financer comme modèle reproductible. Les échanges tendent à devenir plus horizontaux, moins dépendants de corridors extérieurs. Cette dynamique crée un effet d'entraînement diplomatique où la méthode associée à Ibrahim Traoré, fondée sur la discipline et les bilans publics, s'impose comme une référence régionale émergente. À travers ces 4 niveaux, une constante se dégage. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce simultanément les ménages, les institutions, l'économie locale et la position régionale. La souveraineté cesse alors d'être une déclaration. Elle devient une expérience vécue, mesurable et partagée. Les mois à venir peuvent être envisagés à travers 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils proposent un cadre de lecture pour évaluer la capacité du système à conserver sa cohérence dans un environnement régional instable. Dans une trajectoire de consolidation maîtrisée, les 10 projets existants poursuivent leur montée en régime sans rupture majeure. L'énergie solaire se stabilise et continue de soutenir écoles, ateliers et services de santé. Le barrage Ziga 2 maintient une marge hydrique suffisante même durant les périodes les plus sèches. La Burkenbank prolonge le rapatriement de l'épargne et l'octroi de microcrédits, renforçant la prévisibilité économique locale. La croissance reste modérée mais régulière, portée par la production transformée et par une discipline administrative constante. Cette continuité réaliste s'appuie sur l'inertie positive du système déjà en place. Dans une trajectoire plus optimiste, la cohérence interne devient un levier externe. Les coopérations avec le Mali, le Niger ou la Guinée se renforcent autour de filières agricoles et énergétiques. Des corridors sahéliens se structurent,
réduisant la dépendance aux ports éloignés et fluidifiant les échanges horizontaux. Les investissements locaux s'accélèrent, stimulés par une finance ancrée dans le territoire. La méthode associée à Ibrahim Traoré acquiert alors une dimension diplomatique. Elle n'est plus seulement nationale, mais observée et adaptée par les voisins. Dans une trajectoire dégradée, les marchés se resserrent, l'inflation repart et les exportations ralentissent. La croissance fléchit et les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. Cependant, les infrastructures d'énergie et d'eau amortissent le choc. Les écoles continuent de fonctionner, les dispensaires maintiennent leurs services essentiels et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. La résilience interne empêche l'effondrement, même sous contrainte. À travers ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Plus que le niveau de croissance, c'est la cohérence structurelle qui déterminera la capacité du pays à absorber les chocs, corriger ses écarts et prolonger ou ajuster la dynamique engagée. La transformation décrite ne se comprend pleinement que lorsqu'elle est mise en regard d'expériences humaines plus larges. Trois cercles apparaissent alors nettement: les individus, les communautés et ceux qui observent le pays à distance. Chacun perçoit la dynamique différemment, mais tous partagent un même signal. L'efficacité redevient tangible. Pour les individus, dans les écoles, les ateliers ou les champs, enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent un changement simple. Leurs efforts produisent enfin un effet visible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel, une récolte achetée localement. Ces résultats modestes restaurent le lien entre action et conséquence. L'estime de soi progresse parce que le quotidien cesse d'être absorbé par la gestion de pénuries imprévisibles. Du côté des communautés, à l'échelle locale, l'accès régulier à l'énergie, à l'eau et au financement permet de planifier à nouveau. Les villages réorganisent leurs priorités, prolongent les activités éducatives et structurent des projets collectifs. La souveraineté ne se vit plus comme un slogan national, mais comme un cadre pratique dans lequel chaque communauté peut agir sans attendre une intervention extérieure. Pour le regard extérieur et la diaspora, la posture évolue. Sans idéalisation excessive, un intérêt nouveau apparaît. Des soutiens ciblés, des envois de matériel ou des investissements familiaux se substituent à une distance résignée. Le pays est perçu comme plus cohérent, plus lisible et donc plus digne d'engagement. À travers ces cercles, une idée se dégage. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. Ce lien, et plus encore que les infrastructures elles-mêmes, conditionne la profondeur et la durée d'une transformation. La trajectoire engagée repose moins sur des projets isolés que sur une méthode clairement identifiable, conçue pour être reproduite sans dispersion. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique s'articule autour de 5 étapes opérationnelles, chacune associée à un acteur, une action, un horizon et un critère de mesure. D'abord, il s'agit d'identifier les besoins vitaux. Les autorités nationales définissent des priorités limitées: énergie, eau, santé, éducation, finances, afin d'éviter l'empilement des chantiers. Chaque projet doit répondre à un besoin unique et mesurable, ce qui réduit le risque de dilution et facilite l'évaluation publique. Ensuite, il faut former et ancrer localement. Les techniciens, opérateurs et agents de maintenance sont formés sur place. L'objectif est de garantir la continuité d'usage même en période de tension régionale. Le critère de réussite est simple: la capacité d'un site à fonctionner sans assistance extérieure prolongée. Vient alors le fait de relier les chantiers entre eux. Aucun projet n'est conçu comme autonome. L'énergie soutient la production, l'eau sécurise la santé, la finance permet l'entretien des routes et des coopératives.
L'indicateur central devient la continuité d'usage observée dans les villages et les services publics. Puis, il devient essentiel de mesurer et corriger. Les bilans publics servent d'outils d'ajustement. Ils rendent visibles les blocages, orientent les arbitrages et entretiennent la confiance. La performance se juge à la régularité des publications et à la résolution progressive des points critiques. Enfin, la dynamique s'étend par l'exemple. Plutôt que d'imposer un modèle, le pays l'expose. Les partenaires régionaux testent, adaptent et parfois répliquent la méthode. Le nombre de coopérations nées de cette cohérence devient alors l'indicateur d'extension. En réunissant ces étapes, la transformation cesse d'être dépendante d'une impulsion unique. Elle devient un processus cumulatif capable de s'ajuster et de durer au-delà des contextes politiques immédiats. Le soir, Mariam quitte l'usine alors que la lumière du programme Yellen s'étend sur les murs de Kouougou. Ses mains portent encore la trace du travail et autour d'elle, les rues éclairées dessinent une normalité qui n'existait pas auparavant. Les enfants lisent sous cette clarté stable, les familles prolongent les discussions et le temps semble moins contraint, moins fragile. Ce tableau n'a rien de spectaculaire. Il n'est ni une mise en scène politique, ni une promesse solennelle. Il illustre pourtant l'essentiel, une transformation qui se construit par l'usage répété, par des gestes simples alignés jour après jour. Les routes, les ateliers, les écoles et les pompes à eau cessent d'être des symboles pour devenir des outils vivants, ajustés par ceux qui s'en servent. C'est dans cette continuité discrète que la méthode associée à Ibrahim Traoré trouve sa portée réelle. La cohérence relie l'effort individuel aux structures collectives, transforme l'attente en habitude et inscrit la dignité dans le fonctionnement ordinaire. Le changement ne repose pas sur l'euphorie, mais sur une discipline partagée, nourrie par des milliers d'actions modestes. Une phrase résume alors le basculement. Une nation avance quand ses gestes s'alignent. Dans la lumière posée sur les villages, quelque chose d'essentiel apparaît. Un pays qui apprend à bâtir sans attendre l'approbation du monde. Cette trajectoire ne se referme pas sur une conclusion définitive. Elle laisse au contraire un espace ouvert, celui où une transformation encore en cours invite à être observée, discutée et interrogée sans excès d'enthousiasme ni rejet réflexe. Les routes, les écoles éclairées, les ateliers actifs et les circuits financiers locaux composent un langage simple, celui des actes qui précèdent les discours. À travers ce récit, il ne s'agit pas d'ériger un modèle universel ni de figer une expérience dans une image idéale. Il s'agit de comprendre comment une cohérence assumée peut modifier les attentes, réorganiser les priorités et redonner une place à l'action collective. La méthode associée à Ibrahim Traoré pose ainsi une question plus large que le seul cas du Burkina Faso. Que se passe-t-il lorsque des sociétés cessent d'attendre des solutions extérieures et commencent à aligner leurs propres gestes, même modestes? Quels changements deviennent alors possibles et à quel rythme? La discussion reste ouverte. Observer, débattre, comparer et questionner ces trajectoires fait partie du processus. Car une transformation durable ne se mesure pas seulement à ses chiffres, mais à la qualité des échanges qu'elle suscite et à la manière dont chacun choisit de s'y situer.